Bonjour à tous, moi c'est Charles Dufour, je suis développeur chez Xebia, plus précisément je fais du Scala, je suis développeur Scala et accessoirement je suis aussi manager. J'ai pas de photos récentes de moi donc je me suis permis de mettre Chuck Norris voilà, pour me présenter, je trouvais que c'était sympathique et que je lui ressemblais un petit peu de loin. Donc ce que je viens de vous dire c'est que j'étais développeur chez Xebia mais comme vous avez pu le voir ce matin dans la keynote ou si vous l'aviez vu avant, bientôt ce sera plus vraiment Xebia mais pour être précis Publicis Sapient. Donc avec ce logo-là, qu'on vous verrez de plus en plus souvent. Et écoutez, aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu de l'event sourcing et du RGPD. Alors, précisément, on va voir aujourd'hui que ces deux mondes-là, c'est deux mondes qui ne sont pas forcément faits pour communiquer ensemble, enfin pour fonctionner bien ensemble. Il y a des gros problèmes qui se posent quand on commence à mettre en place de l'event sourcing et qu'on se confronte au RGPD. Aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Donc je vous préviens tout de suite, je vais mettre là. Cette conférence, ce ne sera pas un décortiquage point par point du RGPD. C'est très technique, très compliqué, c'est légal, ce n'est pas l'objectif de la conférence du jour. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur les aspects techniques à destination des développeurs. Donc ce ne sera pas une conférence à destination exclusive des décideurs. C'est important de le savoir, il y aura un petit peu de technique. Ce ne sera pas non plus une réponse clé en main. On va voir que c'est assez compliqué de marier les deux. Mais ce sera quand même un premier pas vers comment faire fonctionner le RGPD avec l'event sourcing. Donc pareil, on ne va pas non plus adresser toutes les problématiques que nous apporte le RGPD. Donc comme je le disais, en revanche, cette conférence, ce sera un rapide rappel de ce qu'est l'event sourcing, parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est ici. Qui ne sait pas ce qu'est l'event sourcing dans cette salle? Ok, très bien. Du coup, on va rappeler vite fait quelques points. Et aussi quelques points essentiels sur le RGPD. Quand je parle de points essentiels du RGPD, ce n'est pas vraiment, encore une fois, les aspects légaux, mais plutôt les aspects contraintes en termes de développement. Donc, c'est là-dessus qu'on va axer vraiment la conférence. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que quand on va parler des deux, on va essayer d'explorer un peu deux idées qui vont nous permettre de, entre guillemets, adresser la problématique du RGPD et de l'event sourcing. Et aussi, cette conférence, ce sera un premier pas vers tout un tas de problématiques qu'on va découvrir ensemble, parce que on ne va pas tout adresser aujourd'hui. Ok, pour commencer un peu, l'event sourcing, qu'est-ce que c'est? Alors, l'event sourcing, c'est en fait une architecture orientée message qui se concentre un peu sur la persistance des données. L'idée, c'est de stocker, d'avoir une architecture message qui se concentre sur la séquence des événements qui nous amène à l'état d'une application. Typiquement, une application classique, on le sait, on stocke dans une base de données une ligne, par exemple un compte bancaire, on va stocker l'utilisateur, et si on veut modifier les données de cet utilisateur, on va muter la ligne dans la table. L'event sourcing, ça se concentre sur la séquence des événements qui mènent à cet état. Donc c'est une architecture orientée message, comme je viens de le dire, orientée événement, et c'est surtout une architecture qui se concentre sur la persistance des données. On peut très bien avoir une architecture orientée message sans pour autant parler d'event sourcing. L'event sourcing, c'est la partie stockage des événements. Plus précisément aussi, on peut tout à fait... on ne persiste pas l'état de l'application, comme je le disais, on se concentre sur la séquence d'événements, mais si on veut, on peut, pour des raisons pratiques, pour des raisons d'optimisation, de performance. Et donc, comme je le disais, on stocke la suite des événements qui mènent à l'état final de l'application. Alors, ce qui est vachement intéressant avec l'event sourcing, c'est qu'on ne dépend d'aucun framework ni outil. C'est une architecture, c'est un concept, c'est une manière d'implémenter les choses, mais on ne dépend d'absolument aucun framework. On pourrait faire tout en code pur. Bien évidemment, on a beaucoup d'outils qui nous facilitent énormément les choses. Et ce qui va être vraiment intéressant dans l'event sourcing, c'est que la séquence des événements qui mènent à l'état, par rapport à une application classique, c'est ça la source de vérité. Donc ça nous évite tous les problèmes d'incohérence de données. Vu qu'on a stocké des événements qui mènent à un état, si je veux reconstruire mon application suite à une erreur, c'est facile, parce qu'on a une source de vérité qui est une séquence d'événements et pas un état mutable. Donc comme je viens de le dire, le gros avantage de ça, c'est que l'event sourcing, ça nous permet de faire un audit extrêmement facile d'une application. Si je veux savoir ce qui s'est passé tel jour à telle heure, j'ai juste à reparcourir mes événements et je peux lire le passé avec une grande précision tout en sachant exactement ce qui s'est passé. Je sais que Madame Michu a fait un virement de 20 € sur son compte en banque tel jour. L'audit est facilité via l'event sourcing. Pour la reprise de données, j'en parlais avant, on a aussi une grande facilité parce qu'en cas de crash, en cas d'incohérence de données, sur l'état mutable de l'application, parce qu'en fait on va avoir une vue sur la séquence d'événements, j'ai juste à rejouer tous mes événements depuis le début pour pouvoir reconstruire mon application dans un état cohérent. Donc c'est une très bonne méthode pour
gérer la reprise de données. Mais attention, ce n'est pas non plus une architecture ultime qui règle tous les problèmes. Ça adresse certains types d'architecture, certains types de besoins. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Et surtout, ça peut avoir un coût très important en termes d'implémentation. Ce n'est pas anodin d'implémenter de l'event sourcing. Il faut vraiment tenir compte du besoin, de pourquoi on l'implémente. Donc je vais prendre un petit exemple pour vous illustrer un peu tout ce que je viens de dire qui était un petit peu abstrait. C'est l'exemple du compte en banque. J'ai commencé à en parler. On va se baser sur une séquence classique. Le compte en banque, c'est l'exemple ultra classique pour parler d'event sourcing, parce que ça s'y prête assez bien. Donc je souhaite créer une application qui me permet de gérer les comptes bancaires de mes clients. Ok, donc on va se baser sur une séquence d'événements dont on va se servir tout au long de cette présentation. Donc on va imaginer, voilà, on a une application qui nous permet de créer un utilisateur. Donc l'utilisateur crée son compte en banque, très bien, il s'appelle Madame Jocelyne, je ne sais pas. Hop, elle fait un virement de 100 €, elle crée de son compte 100 €, et ensuite elle fait un débit de 80 €. En se basant sur ce scénario-là, comment ça se passe dans une application classique? Dans une application classique, parmi toutes les possibilités. Par exemple, on a 3 événements que je viens de citer dans l'ordre. On a d'abord sur l'interface de l'application, la personne a saisi son nom, John Doe, a crédité 100 €, puis a retiré 20 €. Qu'est-ce qui va se passer dans le back-end, dans la partie cachée? En fait, on va typiquement appeler une base classique comme un MySQL ou un PostgreSQL, dans lequel on a une ligne qui correspond à l'utilisateur avec son solde, et on va muter. On va muter la ligne, c'est-à-dire qu'on va faire évoluer le solde selon les événements. Et ce qu'on a en base, en fait, ça va être l'état de l'application finalement à l'instant T. Ensuite, si l'utilisateur souhaite consulter son compte sur le site internet, on a juste à lire la base de données, et on lui retourne les informations. Ça, c'est assez classique. Maintenant, si on parle d'event sourcing et d'architecture orientée message, comment ça se passe? On commence toujours avec nos 3 événements. On a toujours une application, la même interface frontale. Mais ce qui va se passer dans le back-end, c'est que cette fois-ci, on ne va plus muter une ligne, mais on va stocker ces événements tels quels. N'importe quelle base peut faire ça. Il y en a des plus adaptés, on va voir après. Mais globalement, on va stocker ces événements tels quels. Maintenant, si moi, je veux consulter le solde de mon compte, je n'ai pas envie d'avoir la liste des événements. Je veux savoir que j'ai 80 €, j'ai fait un débit de 80, j'ai 20 € sur mon compte. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a un processus qui s'appelle la réhydratation, qui peut être soit une autre base de données qui gère l'état, soit in-memory dans l'application, qui lie en fait les événements stockés dans la base de données et qui reconstitue l'état. Donc en fait, à tout moment comme ça, j'ai une vue sur la base qui correspond à l'état de l'application. Et quand l'utilisateur veut récupérer son solde, tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'on a à faire, c'est requêter cet état et non plus la base. Alors, voilà pourquoi j'avais absolument besoin de mon Mac pour cette présentation. Je me suis un peu pris le boomerang dans la tête là, avec toutes ces histoires de PC, mais c'est pas grave, on va y arriver si j'y arrive. Voilà, là j'y suis. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une petite démo pour essayer de vous illustrer un petit peu le propos. Bon, c'est pas pratique, je suis obligé de tourner la tête. Hop. Donc là, j'ai grosso modo créé quelques conteneurs Docker qui vont me démarrer un Kafka. Donc ça, je vais m'en servir, on va le voir tout au long de la présentation, comme base de données pour mes événements, parce que ça s'y prête vraiment bien. Kafka, c'est une bonne base pour ça. Un Postgre dont je ne vais pas me servir tout de suite. Là, c'est normal, l'erreur, c'est que je crée le topic donc qui va me servir. Qui ne connaît pas Kafka dans la salle? Ok. Très rapidement, Kafka, pour le faire simple, c'est une file de messages, un bus de messages. On va voir ça comme ça. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il est très performant, haute scalabilité, haute disponibilité, etc. Mais bref, ça c'est pour le Kafka. Il y a plein de talks aujourd'hui dessus. Là, je veux juste vous dire que c'est vachement bien pour faire de l'event sourcing. Donc voilà, j'ai démarré mes applications. Donc je vais essayer d'aller dessus. Hop, si je vais dessus. D'abord, je vais lancer ici un petit script qui va en fait lire la file dans Kafka. Donc là, il n'y a rien. Hop, si je vais ici, le cast. Hop. Non, c'est normal. À la tête retournée, c'est pas simple. Voilà. Donc ça, c'est une petite interface faite très vite pour vous illustrer. Donc imaginons, on a une application qui permet de gérer un compte en banque. Donc je veux créer un utilisateur. Je vais le créer, je l'appelle Toto. Voilà, tranquillement, il me retourne un ID. Donc ça, c'est l'identifiant unique de mon utilisateur. Je vais lui créditer 100 € comme je le disais tout à l'heure, update. Je vais lui créditer 20 €, lui retirer 20 €.
admettons. Bon, c'est fait comme ça, mais c'est pour vous dire. Et là, ici, quand je vais dans la vue, je peux requêter mon utilisateur et on va voir hop, que j'ai bien un utilisateur Toto avec 80 €. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Le truc, c'est qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que si je le retrouve, je vais le retrouver ici, tac, pardon. Et en fait, à aucun moment donné, j'ai utilisé mon PostgreSQL. Je me suis uniquement basé sur la liste des événements que j'avais dans mon Kafka. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai eu 3 événements qui sont apparus. Un, la création d'utilisateur, et ensuite 2 événements de type mise à jour de mon Zoom. Ok, mise à jour de mon utilisateur. Mais j'ai jamais stocké l'état. En fait, c'est dans mon application que j'ai reconstitué l'état. Donc maintenant, si je redémarrais l'application, il relirait tout, il reconstruirait. Voilà, c'est aussi simple que ça, l'event sourcing. Ça peut être fait n'importe comment, avec n'importe quelle technologie. Kafka s'y prête plutôt bien. Alors, revenons à la présentation. Donc voilà une illustration de ce qu'est globalement l'event sourcing implémenté de manière très simple. Bon, ok, event sourcing, c'est bon. Parlons un peu du RGPD maintenant. Quels sont finalement les impacts pour le développeur? Alors déjà, un petit rappel sur ce qu'est le RGPD. RGPD, ça veut dire Règlement général sur la protection des données. On va se limiter à RGPD, c'est quand même bien plus simple à dire. C'est applicable depuis le 25 mai 2018, donc ça fait maintenant un petit moment que c'est applicable, donc ça veut dire que toutes les entreprises qui ne sont pas encore aux normes peuvent avoir potentiellement des problèmes, donc il faut faire attention. Ça concerne tous les clients européens. J'ai bien dit clients, pas entreprises. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise américaine mais que vous avez des clients européens, ils sont concernés par le RGPD, donc les sanctions sont aussi applicables. Et ça peut engendrer de lourds impacts, contrairement à ce qu'il y avait avant, financiers notamment en cas de non-respect. Et un point aussi qui est assez important pour nous, les développeurs, c'est qu'il y a eu une accentuation de la responsabilité des sous-traitants. Ça veut dire que quand on développe un logiciel pour un client, avant, le client était responsable. Aujourd'hui, la responsabilité est partagée. Ce qui veut dire qu'en tant que développeur, on a aussi intérêt à être vigilant au respect du RGPD. C'est assez important d'y penser. Ok. Quels sont les points clés qu'on peut tirer du RGPD en termes de développement? Le premier, c'est que le RGPD nous impose le droit d'être informé sur l'utilisation des données personnelles. Donc ça, vous savez, c'est un peu la pop-up que vous avez sur certains sites quand vous arrivez. Notamment, on vous dit « Ah, on utilise des cookies ». Et si vous allez, vous avez le détail des cookies qui vous sont listés, avec est-ce que vous voulez ou non que le site internet collecte des informations dans le but de vous afficher des publicités, etc. Ça, c'est le droit d'être informé, entre autres. C'est le plus visible, on va dire. Le RGPD vous impose aussi le droit à la rectification de vos données personnelles. Assez classique, c'est le droit de pouvoir les modifier. On vous impose aussi le droit à la portabilité des données, c'est-à-dire donner moyen à l'utilisateur d'exporter les données que vous avez sur lui, les données personnelles que vous avez sur lui. Le droit d'accès, alors ça, c'est pas tout à fait pareil, c'est le droit de pouvoir visualiser sur un écran les données. L'export, c'est réellement les données brutes que vous avez, vous devez les fournir de manière lisible par un ordinateur, en gros, alors que l'affichage, c'est pour un humain. Le droit d'accès, c'est pour les humains. Le droit à l'effacement, ça, c'est une version allégée du droit à l'oubli. L'idée, c'est que je veux pouvoir dire à quelqu'un qui possède mes données personnelles, je veux que tu les effaces dans un délai imparti. Et ça concerne aussi les tiers chez qui on transmet des données. Donc si moi, j'ai par exemple un site du genre Amazon et que je transmets des données à Google, si un utilisateur demande à Amazon de supprimer ses données personnelles, Amazon doit aussi informer Google, par exemple. Et enfin, le droit à la restriction du traitement des données personnelles, ça c'est le droit de dire je ne veux pas que telle personne ait accès à mes données. C'est des contraintes d'administration. Ok, d'accord, depuis tout à l'heure je parle de données personnelles, mais en fait on n'a même pas dit ce que c'était. Parce qu'en fait, c'est quoi une donnée personnelle juste? C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ce qu'on pense. Parce qu'en fait, une donnée personnelle, c'est une donnée qui peut être déjà fournie par trois types de personnes différentes. Soit directement par l'utilisateur, moi, je renseigne mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone sur un site internet, soit par le biais d'un tiers. Par exemple, une application de géolocalisation, elle va collecter peut-être des données depuis Google, avec Google Maps. Donc ça, c'est via un tiers. Ou c'est basé sur l'activité d'un site. Par exemple, encore une fois, si je suis directement sur Google, mes données de géolocalisation, ou sur un site marchand, par exemple, ce que je mets dans le panier, tout ça, ça peut être vu comme des données personnelles. Mais pour être précis, une donnée personnelle, c'est tout type de données pouvant être croisées avec d'autres données personnelles pour identifier de manière unique une personne physique. Ok. Ça veut grosso modo dire par exemple, un prénom, tout seul dans votre base, n'est pas une donnée personnelle. Alors, le prénom, c'est un peu subtil, parce qu'on peut se dire qu'il peut être théoriquement unique. En revanche, la date de naissance, ça c'est un très bon exemple.
À elle seule, la date de naissance n'est pas une donnée personnelle, puisqu'elle n'est pas unique. En revanche, si elle peut être croisée avec d'autres données pour vous identifier uniquement, c'est une donnée personnelle. C'est pour ça qu'il vaut mieux quand même la supprimer ou l'anonymiser, on va voir quand on parle du RGPD. La géolocalisation, c'est aussi un exemple. Ça peut être aussi toute information qui vous identifie directement. Bon, numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, par exemple. Ça, c'est unique. Ça vous identifie en tant que personne. Donc c'est tout ça, une donnée personnelle. Alors si on revient un petit peu à ce qu'on a vu juste avant sur les points clés de développement, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui avec l'event sourcing? En tant que développeur, tout nous intéresse. Mais par rapport à l'event sourcing, les 4 premiers points ne nous intéressent pas spécialement. Le droit d'être informé, c'est du front, enfin, c'est sur l'interface, c'est pas par rapport à l'event sourcing, peu importe comment on stocke les données. Le droit à la rectification, pareil, on l'a vu, j'ai pu modifier un montant, l'événement de modification est envoyé, je peux modifier des données avec de l'event sourcing. Là n'est pas le problème. Le droit à la portabilité de données, c'est même facilité avec de l'event sourcing. Facile d'exporter des données. Le droit d'accès, pareil, c'est juste un affichage, ça ne pose aucun problème. Ce qui nous intéresse vraiment dans le RGPD, c'est surtout l'avant-dernier point, le droit à l'effacement. Ouais, parce que l'event sourcing, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'était des données immutables, des données qu'on ne peut pas changer, c'est des événements, ça a eu lieu. Donc comment je fais pour supprimer des données personnelles si j'ai stocké des événements que je n'ai pas le droit de changer? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. J'ai mis en vert y compris chez les tiers parce qu'en fait, avec de l'event sourcing implique une architecture orientée message. Donc, envoyer des messages, c'est facile du coup d'envoyer un message à un tiers, facile entre guillemets, d'envoyer un message à un tiers lorsque je fais une modification, une demande de suppression. C'était juste pour dire, on ne va pas s'y intéresser aujourd'hui, mais pour le coup, l'event sourcing nous facilite un peu ce point-là. Mais le droit à l'effacement, c'est une vraie question, et c'est ce point-là qu'on va adresser aujourd'hui. Le droit à la restriction du traitement, on ne va pas l'aborder, c'est pareil, c'est une question d'accès de données, ce n'est pas vraiment le sujet. Mais le droit à l'effacement nous intéresse beaucoup. Parce que, comme je le disais, l'event sourcing nous dit que les données sont immutables. Kafka, par exemple, là-bas, c'est exactement ça. J'ai mis un événement dedans, je ne peux pas la changer. J'ai mis un nom, un prénom, un numéro de téléphone, c'est dedans, c'est à vie. Et le RGPD, lui, nous demande de pouvoir effacer les données d'un utilisateur. On est bloqué. Ou pas. On a peut-être des idées, on a peut-être des solutions, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Première idée qui peut nous venir en tête, c'est de chiffrer les données personnelles, en fait. Ça, c'est possible. Si je chiffre mes données personnelles avant de les mettre dans mon Event Store, et si ensuite la clé qui m'a servi à chiffrer disparaît, j'ai plus accès aux données. Elles sont certes encore là, mais je n'ai plus accès aux données. Et on est compliant avec le RGPD. Et c'est ça que je voudrais vous montrer un peu comme première idée aujourd'hui. Donc, comment je ferai pour chiffrer mes données? L'idée serait la suivante. Alors, on va un peu changer de schéma. On va parler avec des briques un peu plus applicatives, on va dire. C'est des briques fonctionnelles. Donc, admettons, on a notre application. Celle de tout à l'heure, la même. Mais cette fois-ci, on va penser en termes de chiffrement. Donc, je commence par, comme d'habitude, envoyer mes événements, création de compte, etc. Ce que je vais faire quand je vais, cette fois-ci, créer un utilisateur, je vais envoyer un événement via un event producer, qui peut être dans l'application ou en dehors, peu importe. L'idée, c'est qu'on a une brique de production d'événements, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on va la mettre dans une base de données, qu'on va appeler Raw dans le cas présent. Cette base de données, ce qui est bien, c'est qu'elle va nous permettre d'envoyer un petit message à un tiers pour supprimer des données utilisateurs, si jamais ici, c'était une demande de suppression de données personnelles. Ça, c'était pour indiquer que c'était assez facile avec l'event sourcing. Mis à part ce cas de figure, on va avoir une autre brique applicative, l'encryptor, ou peu importe le nom, qui va lire les données brutes, qui vont ensuite... Et ensuite, l'encryptor, ce qu'il va faire plutôt, c'est qu'il va regarder dans une base de données si, oui ou non, pour un ID de données, parce que là, il y a un ID qui identifie, comme tout à l'heure, uniquement la donnée, je regarde si ma clé existe en base, si elle n'existe pas, je la crée, et si elle existe, je la récupère, et je m'en sers pour chiffrer ma donnée et mettre ma donnée cryptée dans une autre base de données. Ensuite, je vais avoir une autre brique applicative, Decryptor, qui, elle, va faire le rôle en fait, de réhydratation dont on parlait tout à l'heure, qui va prendre les données cryptées, et j'aurais dû dire chiffrées depuis le début, et je sais que je vais me faire incendier pour avoir décrypté depuis le début, mais c'est pas grave, je vais les corriger maintenant, qui va prendre les données chiffrées, et qui va les déchiffrer via la clé qui sont stockées dans la base de données keys. Et ensuite, l'application peut récupérer ça. Un point sur les 3 bases ici. Ce qui est important en fait avec Raw, j'ai stocké les données en clair. Donc ce qui est important avec Raw, c'est qu'en fait, il y a un mécanisme d'effacement assez rapide. Typiquement, Kafka permet de faire ça. Mais ce qui est important, c'est juste qu'il y ait ce mécanisme. Donc ces 3 bases-là, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être du Kafka, une memory Postgre. Il y a des outils plus adaptés que d'autres.
bien entendu. Pour par exemple les deux premiers, moi j'ai utilisé Kafka, ça se prête bien au jeu. Kafka, dans le premier cas, nous permet de stocker des données pendant un temps limité. Ici, on peut les stocker à vie dans Encrypted. Et en plus, c'est immutable, ça fait vraiment Event Store. Et utilise un Postgre parce que c'était plus facile pour le cas de figure. Alors je vais vous montrer un peu ce que ça donne, du coup, en revenant sur la démonstration. Hop, donc je vais fermer ça. Hop. On revient. Donc là, en fait, je relance un peu tout, mais cette fois-ci avec une nouvelle application qui gère le chiffrement. Je fais la même chose qu'avant, j'utilise mon Kafka, mon Postgre, etc. Je relance tout. Et une fois que ce sera, hop, je pourrai vous montrer. Et là maintenant, si on revient ici, donc là j'ai tout supprimé, hein, vu que j'ai tout remis, donc on va recréer un utilisateur, qu'on va appeler Toto, toujours. Hop, il me renvoie mon ID. Je vais faire comme d'habitude, je vais mettre quelques montants, peu importe. 2 x 17, tiens, hop. Et ici, je vais pouvoir aller voir mon utilisateur. Bon, là, d'un point de vue interface, rien n'a changé. Rien n'a changé du tout. Voilà, j'ai toujours mon Toto avec 34. Mais ce qui est intéressant, c'est ici maintenant. Ah, je ne l'ai pas lancé, mais c'est pas grave, on peut le faire après. Ce qu'on va voir affiché, c'est les événements, comme tout à l'heure, de création, de mise à jour et tout. Mais ce qui va être intéressant, voilà, c'est le premier, c'est que le nom, cette fois-ci, il est chiffré. J'ai plus accès à la donnée personnelle. Je considère le nom comme étant la donnée personnelle. Le montant, ici, pour moi, ce n'est pas une donnée personnelle. Peu importe le solde du compte, on ne sait pas du tout à qui c'est. Mais là, je ne sais pas qui c'est. Donc, comment ça marche? C'est que, bien sûr, hop, tac. Alors, comment ça marche? C'est simple. C'est que là, je vais faire une requête très rapidement dans la base de données. Ah. Voilà. Donc en fait, dans mon PostgreSQL, j'ai stocké en fait pour l'ID de cet utilisateur la clé de chiffrement. Bon, là, c'est un ID simple. Bien sûr, dans la vraie vie, on fait ça avec des vrais algorithmes de chiffrement. Là, c'était pour l'exemple. Et du coup, maintenant, si je retourne dans mon interface et que je reviens ici, je peux supprimer hop, je peux supprimer mon utilisateur. Et si je retourne le voir maintenant, alors normalement, il aurait disparu. Là, pour l'exercice, je l'ai fait quand même afficher, mais il est complètement chiffré, donc je ne sais plus lequel c'est. Là, j'ai reçu un événement de type user-deleted, et ici, j'ai plus de clé. Donc ça, c'est une solution. Voilà, ici, on a une solution sur comment gérer le RGPD, l'event sourcing, via le chiffrement des données. Alors, sur le papier, c'est génial. On vient de résoudre un problème gigantesque. Sauf que, oui, c'est super, on a rendu les données complètement inaccessibles. Sauf que, est-ce que l'algorithme de chiffrement que j'ai utilisé, il est fiable? Aujourd'hui, oui. Dans 10 ans? Non. Peut-être pas, j'en sais rien. Ce qui veut dire que déjà, avec ce genre de mécanisme-là, il va falloir réfléchir à un mécanisme pour rechiffrer les données toutes les X années. Parce que la donnée, elle est toujours là. Si aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de casser l'algorithme, demain, je pourrais peut-être. J'en sais rien. Donc c'est important de penser à ce genre de mécanismes qui peuvent être extrêmement coûteux et durs à implémenter. Autre point, chiffrer une donnée, ça a un coût. Là, j'ai choisi en plus de chiffrer champ par champ, de choisir les champs que je considère comme données personnelles. On peut remédier à ça en se disant je chiffre toute la donnée, comme ça je me prends pas la tête. C'est moins coûteux en puissance, on va dire. Mais du coup, c'est un peu moins fin, c'est un peu moins agréable. Mais ça a le mérite d'être faisable. Mais ça a quand même un coût, parce qu'il y a quand même un chiffrement qui a lieu. Si on a une application qui a un gros débit, ça peut être assez violent. Et ensuite, une question, je le disais, comment je chiffre? Donnée intégrale ou pas? Je ne sais pas. Donc le chiffrement, c'est bien, mais ça a des gros impacts. Alors, une autre solution, ce serait de discriminer les données. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration encore. Donc, deuxième solution que je vais vous proposer. Si je ne peux pas chiffrer, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me dire, peut-être que je n'ai pas du tout envie en fait, de mettre dans mon event store les données personnelles. C'est aussi une solution. Donc l'idée, ce serait de dire, on reprend notre schéma de tout à l'heure, c'est quasiment le même, en fait c'est même le même d'ailleurs. On a notre application qui envoie un event producer, qui envoie les données d'en haut. Et ensuite, en fait, on a ici un splitter, peu importe l'application, quelque chose qui va choisir dans ma donnée, dans ce qui a été envoyé, qu'est-ce qui est une donnée personnelle ou qu'est-ce qui n'est pas une donnée personnelle. Dans mon cas de figure, pour mon compte en banque, le nom, c'est une donnée personnelle, le montant, ce n'est pas une. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais stocker tout ce qui est données personnelles dans une base classique, que je peux muter.
et tout ce qui est dans toutes les autres données dans les transactions. Comme ça, je stocke toujours mes événements dans mon event store. Donc j'aurai toujours mes événements de type user created et tout. Mes données personnelles ont été mises à côté. Et enfin, à la fin, j'ai quelque chose qui va merger tout ça pour me renvoyer l'état dans mon application. Donc si je vous fais la démonstration rapide, hop. Ah. Hop. Hop. Voilà, donc là je vais relancer tout. Et si on revient dans notre application maintenant, toujours la même chose, je vais créer un utilisateur. Vous avez compris l'idée, je vais faire que 2 événements cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais appeler Titi pour changer. Je crois que j'en ai envoyé 2. Dommage. Ouais, c'est ça. Bon, ça ne change pas grand-chose dans cette appli-là. Donc ici, je fais son montant, je vais aller le voir. Voilà, j'ai mon utilisateur comme d'habitude. Sauf que là, dans mon Event Store, il n'y a plus de nom. Je l'ai enlevé de mon événement cette fois-ci, donc je ne stocke que des données non personnelles dans mon Event Store. J'ai toujours la liste des événements qui m'ont permis d'arriver là, mais je n'ai plus les données personnelles. Les données personnelles, elles sont là-dedans. Elles sont cette fois-ci stockées dans Postgre. Hop. Voilà. Bon, là, du coup, j'ai raté avec mes 2 users, mais l'idée est là. Donc, globalement, j'ai stocké le nom, cette fois-ci, dans une base classique. Et si cette fois-ci, je décide de supprimer mon utilisateur, hop. En fait, là, cette fois-ci, j'ai fait quelque chose que je trouve plutôt intéressant. C'est que maintenant, j'ai enlevé le nom. Donc, ça y est, ce qui se passe, c'est que ici, si je refais un select dans ma table, j'ai pas supprimé mon user, mais j'ai choisi un autre mécanisme qui est l'anonymisation. Ce qui est bien avec ce mécanisme-là, c'est qu'en plus, on n'est pas obligé de supprimer la donnée, on peut anonymiser. C'est ce qu'on voit ici. Et ça, c'est plutôt cool. En séparant les données, non seulement j'ai géré le problème du RGPD, mais en plus, j'ai réussi à conserver un peu d'informations. Ça peut être toujours agréable de savoir que, bon, dans ce cas présent, non, mais on peut anonymiser certaines données tout en gardant d'autres. Et ça peut être sympa pour faire des statistiques, des choses comme ça, la data science. Donc voilà, ça c'était un autre exemple. Mais comme toujours, il y a toujours une contrepartie. C'est super, j'ai supprimé le surcoût lié au chiffrement, j'ai permis de faire de l'anonymisation plutôt qu'une suppression bête et méchante. Ça me permet de faire plein de choses. Oui, mais est-ce qu'en fait on parle toujours d'event sourcing là? Moi je ne suis pas certain, parce qu'en fait l'event sourcing c'est réellement stocker l'événement tel quel dans une base. Là j'ai choisi de supprimer des événements. Ça devient compliqué de lire le passé là. Ça devient même compliqué de rejouer les événements parce que j'ai décidé d'enlever certaines données. J'ai plus une seule source de vérité, j'en ai 2. Et là, ça, c'est problématique. Donc, c'est un choix. Moi, je trouve ça intéressant, il faut étudier sur le use case, mais peut-être que l'event sourcing, ce n'est pas la réponse aux besoins et que ça peut marcher. On ne parle plus vraiment d'event sourcing, mais au moins, on a géré le problème. Autre truc, c'est comment je distribue bien les données. Comme je l'ai dit, il faut bien choisir ce qu'est une donnée personnelle ou pas. Parce qu'une fois qu'on a choisi, c'est fini. L'event store ne nous permet plus de revenir en arrière. L'event sourcing, c'est fini. Et comment gérer le versionning des événements, ça c'est un point qu'on ne va pas forcément aborder aujourd'hui, mais l'event sourcing, normalement on versionne les événements et c'est vraiment pas simple avec ces mécanismes-là. Donc c'est super, on a trouvé 2 solutions pour à peu près gérer les problématiques du RGPD, mais en fait on a eu plein de problématiques et plein de questions qui sont arrivées en même temps. On a vu que, ok, on avait trouvé des solutions, c'était pas impossible d'implémenter de l'event sourcing avec le RGPD, mais que c'était pas simple non plus. Et surtout, on a vu qu'il y avait plein de problèmes. Déjà, il faut bien utiliser son use case. Ce n'est pas adapté à tout le monde, l'event sourcing. Il ne faut pas voir ça comme une solution miracle. Mais surtout, là, je viens de parler d'event sourcing, mais en fait, quand on y réfléchit, il y a plein de problèmes. Comment je fais pour les backups de données? Parce que là, par exemple, j'avais mon PostgreSQL à côté. Dans la vraie vie, on va la backup, cette base de données. Cette base de données, elle va donc contenir, ce backup va même lui-même contenir des données personnelles. Comment je gère? Je n'ai pas de réponse à apporter là. Je ne sais pas.
Le RGPD, il pose vraiment beaucoup de problèmes. Comment je fais pour les logs aussi? Les logs, c'est plus simple. Si on a une rétention de logs sur une durée de vie définie, on est GDPR compliant, puisque le RGPD nous dit juste de supprimer les données dans un temps imparti, dans un as soon as possible, assez vite, mais on n'a pas de durée limite. Mais vous voyez qu'en fait, tout ce qui, à partir du moment où on parle d'immutabilité, comme dans des logs, dans des backups ou des choses comme ça, le RGPD, il nous pose des gros problèmes. Si on peut trouver des solutions pour l'event sourcing, aujourd'hui, je ne sais pas comment faire pour des backups ou des choses comme ça. Je vous remercie, et je remercie notamment quelques personnes qui m'ont aidé sur ce talk, Jonathan, Aurore, Clément et Vincent. Et c'est fini pour moi. Si vous avez des questions, je vous écoute. Du coup, on va pouvoir prendre une question ou deux. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour et merci pour le talk. J'ai une petite question technique. Pourquoi tu passes par un topic où il y a les données en clair dans la solution où tu chiffres, et pourquoi tu chiffres pas directement? Est-ce que c'est une question de performance ou est-ce qu'il y a C'est juste une question d'architecture. Ça permet de découpler c'est pour la scalabilité déjà, parce que... on va essayer de revenir rapidement. Ici, l'encrypteur, potentiellement, il va devoir encaisser pas mal comment dire. Le chiffrement, ça a un coût. Si on a une appli qui a un débit vraiment fort de 40 transactions par seconde ou plus, je ne sais pas, il va falloir avoir quelque chose d'assez stable. Je crois qu'il y a un truc. Bon, j'y arrive pas, mais en gros, normalement, il y a un pointeur. Il va falloir pouvoir scaler ça. Donc, pour moi, c'est une solution pour scaler. La deuxième idée, c'était aussi de pouvoir envoyer à un tiers une notification comme quoi un événement est arrivé de type suppression de données. Parce que, du coup, ici, dans les événements RAW, je peux peut-être... C'était une idée comme ça, mais après, c'est pas une nécessité. Je trouve ça plutôt bien de découpler l'event producer de l'encrypteur, parce que si on les met ensemble, ils sont pas le même rôle, c'est des fonctionnalités différentes. Il y en a un qui va devoir avoir des ressources supérieures à l'autre. L'event producer, il est bête et méchant. L'encrypteur, il a un travail à faire. Il va requêter une base, 2 bases même, donc c'est pas simple. Ok, merci. Cela dit, pour être plus en détail, dans ma démo, je l'ai pas fait ça. Je l'ai fait sur le slide. Il y a plein d'architectures différentes. Dans la démo, je me suis pas embêté. Une dernière question. Bonjour, merci pour le talk aussi. Est-ce que tu as étudié le CQRS dans cette approche-là? Parce que dans CQRS, tu peux stocker des vues qui, elles, vont être déjà réhydratées et potentiellement contenir les données. Alors, c'est une autre question. Par exemple, ouais, tu as complètement raison. Si on stocke une vue dans un Mongo ou un Elasticsearch, par exemple, comment faire? Je n'ai pas la réponse. Encore une fois, on a une vue qui certes évolue, mais en fait, la seule solution, la plus naïve, ce serait de se dire à chaque demande de suppression, réhydrater complètement l'état. Mais ce serait monstrueusement coûteux. Et aujourd'hui, je n'ai pas forcément de solution. On peut peut-être mettre en place un mécanisme à côté, une autre brique, qui aurait pour objectif d'aller muter la vue, mais ce n'est pas une bonne idée, je pense. Et on dénature complètement l'event sourcing en faisant ça. Mais je ne vois pas comment faire, en fait, pour garder l'essence de l'event sourcing tout en étant compliant avec le RGPD. C'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être se dire il serait peut-être temps d'être plus souple là-dessus, de faire des concessions, parce qu'aujourd'hui, on a le RGPD à gérer. C'est nécessaire. Il faut étudier le use case. Peut-être que tout simplement, on n'a pas de données personnelles et on ne se prend pas la tête. Si on gère des utilisateurs, il faut réfléchir avant de mettre l'event sourcing. Et tu l'as dit, la vue, c'est une grosse problématique. Là, je l'ai fait de memory, donc ça me facilite grandement la vie. C'est super facile. Si on a une vue stockée, je ne sais pas.